Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Chef. Avec Chef, je pars à la rencontre de personnalités audacieuses qui ont un rôle de leader et de manager d'équipe. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Céline Chung, fondatrice de la chaîne de restaurants La Bao Family, qui possède les fameux restos chinois Petit Bao et Gros Bao. J'ai passé un excellent moment avec Céline, je pense que vous l'entendrez, on se marre à plusieurs reprises pendant notre conversation. J'ai beaucoup apprécié sa sincérité, son humilité et son énergie. Cet épisode est vraiment un épisode d'apprentissage, c'est-à-dire que Céline est au tout début de son aventure de manager et de leader d'entreprise, et ce, même si elle est déjà à la tête d'une équipe de 80 personnes. Elle m'a parlé de la manière dont elle a déjà structuré ses équipes, les pratiques RH et managériales qu'elle et son associé ont développées, et vous allez voir que c'est bien carré et digne des meilleures pratiques d'entreprise. Donc chapeau bas, car réaliser tout ça en 18 mois, c'est un sacré challenge. Ensuite, avec Céline, nous avons parlé des problématiques qu'elle rencontre aujourd'hui, des premières convictions qu'elle s'est faites sur le sujet du management et de son rôle de leader d'entreprise, car c'est vraiment comme ça qu'elle se définit. Céline a une personnalité très créative et libre. Je me suis donc intéressée à cette facette, à la manière dont elle s'inspire, elle canalise ses idées et dont elle s'en sert pour la Bao Family. Nous avons parlé de valeurs d'entreprise, de ses méthodes de recrutement, de fidélisation, de temps de travail, et dans la restauration, c'est un sujet important. Céline m'a partagé aussi ses sources d'inspiration, très diverses, mais simples et authentiques. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour le débrief. Bonjour Céline, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie, merci pour l'accueil. Donc Céline, tu es à la tête de la Bao Family. Oui, c'est ça. En quelques mots pour les gens qui connaissent pas, pourquoi on vient chez Bao Family ? Alors, on vient chez Bao Family parce qu'on a envie de manger chinois authentique, avec des bons produits et dans des cadres cool. Donc en fait, la Bao Family, c'est le groupe qui a les restos Petit Bao, Gros Bao, la marque de livraison Bao Delivery. Et donc on vient chez nous quand on a envie de passer un bon moment, se faire plaisir, pour pas très cher. Et je crois qu'il y a une queue de dingue devant tes restos depuis l'ouverture. J'ai toujours été surprise par l'engouement qu'ont suscité l'ouverture des deux restos, Petit Bao et Gros Bao. C'est vrai que dès le début, on a eu une queue devant les deux restos. La première semaine, enfin même le premier jour. Hyper étonnant parce que quand j'ai lancé le projet, je voulais vraiment casser un peu les codes que les gens avaient sur la cuisine chinoise. Elle est souvent empreinte de un peu trop de clichés. Et moi, je voulais vraiment montrer ce que c'était la bonne cuisine chinoise. Quand elle est bien faite, c'est hyper bon, c'est hyper savoureux, c'est différent en fonction de chaque région. Je voulais vraiment partager cette passion que j'avais pour cette cuisine-là, et puis je voulais aussi partager un bout de ma double culture. Et en fait, le fait de voir que ça parle aux Parisiens, qu'ils sont sensibles à ça, que voilà, c'est une cuisine qu'ils aiment et qu'ils sont curieux. C'était un grand étonnement. Ça fait vraiment très plaisir, et l'idée c'était vraiment ça, c'était vraiment de contribuer à démocratiser la cuisine chinoise auprès des Parisiens. Bravo en tout cas. Merci. C'est super. C'est une belle histoire. Bao Family, c'est combien de personnes ? Aujourd'hui, c'est 80 personnes. Ah ouais, punaise. Ouais, ça fait... c'est vrai qu'en un an et demi, c'est beaucoup. Qui compose tes équipes ? Alors, en fait, on a des structures qui sont assez indépendantes. Chaque restaurant est en fait comme une entreprise. Déjà, c'est une structure juridique propre. Et on a une équipe de management qui gère chacun de nos restos. Donc on a une équipe de directeurs, managers, superviseurs en salle et de chefs en cuisine. Ils travaillent ensemble et leur objectif à tous, c'est que chaque client passe une super expérience au restaurant, à la fois en service et dans l'assiette. Donc ils sont vraiment responsabilisés. Nous on leur dit, vous êtes des entrepreneurs, c'est votre restaurant, et donc en fait vous le gérez comme si c'était le vôtre. Chaque resto est composé comme ça, même notre marque de livraison Bao Delivery est gérée comme ça. Et ensuite au siège, on a une petite équipe composée d'un responsable administratif, un responsable financier et une personne qui s'occupe du contrôle qualité food. En tant que chef d'entreprise, c'est quoi ton enjeu de management ? Alors mon enjeu de management, c'est vraiment m'assurer que chaque membre de la Bao Family soit heureuse de venir travailler tous les jours. Au début, tu sais, notre compte Instagram s'appelait Petit Bao. Et donc en fait, on savait qu'on allait ouvrir Gros Bao. Et en fait, on a décidé de nommer le groupe Family au lieu de nommer ça groupe. Ça aurait pu s'appeler Bao Group, mais non, en fait c'était Family parce que
L'une des valeurs qui nous tient à cœur, c'est la valeur familiale. On est beaucoup dans l'entraide, dans la bienveillance, et en fait, on construit un projet ensemble, et c'est ça qui nous fait kiffer, en fait. C'est vraiment de construire un projet avec tous les membres de la Bao Family. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui vient de notre culture, de ma culture chinoise. Moi, j'ai beaucoup grandi en famille, c'est très communautaire, il y a beaucoup cet esprit d'entraide, et c'est vrai que la core team qu'on appelle, les personnes qui ont rejoint l'aventure de Petit Bao dès le début, ils sont toujours là, et en fait c'est vrai que on partage vraiment ces valeurs-là, c'est ça je pense qui nous réunit au quotidien, et c'est ce qu'on essaye en fait de retranscrire partout. Et ça a été un gros enjeu lors de l'ouverture de Gros Bao, parce qu'on savait que c'était à la fois ce qui faisait notre succès et qui pouvait aussi causer nos plus grosses difficultés. Ouais, des enjeux de croissance finalement. Comment tu gardes cette culture en grossissant ? Ouais, c'est exactement ça. Comment t'as fait du coup ? Alors là, en fait, on a mis en place ce qu'on appelle la Bao School. On a mis ça en place en fait pendant le confinement, donc juste avant l'ouverture de Gros Bao. La Bao School, c'est vraiment notre parcours d'intégration et de formation qui est assez poussé pour permettre finalement à chaque personne qui rejoint la Bao Family, ça nous permet de savoir que la personne nous rejoint pour les bonnes raisons. Le milieu de la restauration, en fait, c'est souvent un milieu qui est un peu pas très bien valorisé. C'est des métiers qui sont difficiles, on travaille beaucoup. Souvent, les gens font ça pour des petits jobs parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Et en fait, nous, on veut pas du tout que nos salariés viennent chez nous juste pour avoir un salaire à la fin du mois. Ça, c'est pas du tout l'enjeu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent là parce qu'ils ont envie de travailler avec nous et parce qu'ils croient au projet et qu'ils ont envie de contribuer au projet. Et donc, du coup, la Bao School, ça nous permettait, avec le programme d'intégration, de nous assurer que chaque personne, ses valeurs est alignées avec nous. Et en fait, ce qui se passe, on crée du coup un parcours d'intégration, un package de bienvenue qui est hyper rodé. Lors de l'ouverture de Gros Bao, on a fait toute une semaine de formation sur le métier de service, sur le métier de barman, sur nos produits. On les accompagne pour voir nos fournisseurs qui sont à Paris pour qu'ils aient aussi cette sensibilité produit, pour qu'ils comprennent la démarche de notre cuisine. On a un café avec les fondateurs, avec chaque personne, pendant leurs 2 premières semaines pour que ils comprennent aussi pourquoi est-ce qu'on a créé ça, qu'ils apprennent à nous connaître, qu'ils comprennent un peu notre histoire. Ils commencent en fait à intégrer la Bao Family bien sûr sur le terrain, mais on veut être sûr qu'ils adhèrent à nos valeurs et qu'ils comprennent en fait ce qu'on fait. Et ensuite, suite à ces 2 semaines, il y a le parcours de formation qui est plutôt là mis en place par les directeurs, les managers et les chefs. Donc là, l'idée c'est vraiment de s'assurer qu'ils ont des bons soft skills. Les soft skills sont hyper importants parce qu'on se rend compte que une personne qui a envie de travailler, qui a envie de bien faire, qui a le smile tout le temps, qui est dynamique, qui est énergique et qui a la tête bien faite, en fait, on peut lui apprendre beaucoup de choses. Et nous, on préfère former du coup nous-mêmes des personnes qui n'ont pas forcément des compétences en salle ou en cuisine, parce qu'en fait c'est des choses qui s'apprennent, mais tant qu'ils ont le bon état d'esprit, la bonne curiosité, ils pourront grandir avec nous. Tous nos managers reprennent le volet sur la partie formation qui dure à peu près 2 semaines, et nous en fait on se dit notre challenge c'est qu'en 1 mois une nouvelle personne qui nous intègre, et à la fois on est sûr que c'est un super bon élément pour l'équipe, parce qu'elle a envie de contribuer pour le projet, et qu'en plus elle a pu évoluer et être efficace assez rapidement. C'est hyper intéressant. En fait, vous êtes déjà super organisé. Faut dire qu'avec 80 personnes, vous êtes super organisé. Et j'imagine que l'ouverture de Gros Bao a entraîné cette structure. Ah ouais, complètement. On savait que ça allait être un gros challenge pour nous. Qui recrute déjà les collaborateurs ? Est-ce que c'est les directeurs de magasins ou toi, tu vois tout le monde ? Aujourd'hui, non, c'est vraiment les directeurs et les chefs qui recrutent leurs équipes. C'est vraiment des personnes en fait qui portent autant que Billy et moi. Donc Billy, c'est le cofondateur, mon associé. Les valeurs de la Bao Family, ils sont très au courant du type de personnalité et des qualités qu'on recherche chez les membres de la Bao Family. On leur fait entièrement confiance sur le recrutement. Donc en fait, ils ont la main libre sur les personnes qui recrutent dans leurs équipes, parce qu'après c'est eux qui animent leurs équipes, c'est eux qui bossent avec eux au quotidien, donc il faut qu'ils se sentent bien avec eux. Nous on leur fait confiance, et ensuite en effet on a fait des erreurs de recrutement, mais l'avantage c'est que on apprend de nos erreurs. Eux, ils apprennent aussi de leurs erreurs, ils grandissent comme ça, et je pense que de plus en plus on va savoir repérer assez vite, encore mieux les profils qui nous correspondent, et du coup nous on les voit vraiment, tu sais, pendant le moment le café, exactement, et bien sûr sur le terrain
quand on est au resto. Enfin, quand on est souvent au resto, donc on les voit au quotidien. Quels sont tes critères de recrutement partagés avec ton management? Une passion partagée pour manger. D'accord. Vraiment, ça c'est hyper important pour nous. Il faut que les gens aiment manger. Parce qu'en fait, c'est notre métier. Et en fait, pour pouvoir bien le faire et pouvoir en parler aux clients avec des étoiles dans les yeux, bah clairement, il faut profondément aimer manger. Et donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1. Ok. Et après... Et attends, juste comment tu vérifies que les gens, ils aiment manger? Alors, on pose des questions improbables. C'est quoi ton resto préféré? C'est quoi ton plat préféré? Est-ce que tu cuisines à la maison? C'est quoi? Enfin, vraiment, on pose des questions sur la nourriture. Sur la bouffe, quoi. Ouais, exactement. Et ce que je dis souvent à mes directeurs, c'est est-ce que tu te vois aller au resto avec lui? Genre vraiment ton critère c'est demain tu veux te faire un feu, enfin genre c'est un bouillon qu'on adore. Est-ce que tu te vois partager ça avec lui? Donc ça c'est vraiment super critère. Ouais, voilà, super. Je comprends. Voilà. Et après les deuxièmes critères c'est on est des restos mais en fait on est quand même des restos qui je pense qu'on a le fonctionnement un peu start-up. Ouais. On va vite, on est créatif, on casse un peu les codes, on crée des nouveaux codes. Et du coup, ce qu'on veut, c'est aussi des gens qui adhèrent à nos valeurs, qui sont l'ambition, la créativité et la bienveillance. Donc en fait, on va poser des questions pour comprendre si les personnes sont dans cet état d'esprit-là. Et en fait, une fois qu'ils aiment manger qu'ils ont nos 3 valeurs, souvent on y va. Sur la bienveillance, par exemple, parfois qu'il y a une valeur ou une notion un peu galvaudée, qu'on voit un peu à tour de bras, un peu partout, où parfois des gens se disent ils sont bienveillants alors qu'ils ne le sont pas du tout. Comment tu mesures la bienveillance des gens? Je pense que c'est est-ce qu'ils ont envie de faire plaisir aux gens? Ouais. Est-ce qu'ils ont envie d'aider les gens, mais de manière vraiment très naturelle? C'est-à-dire que dans leur quotidien, ça leur tient à cœur que les gens autour d'eux soient bien. Enfin, nous, on a besoin de comprendre que dans leur quotidien, le bien-être des autres leur importe. Et en fait, quand on arrive à sentir ça, en fait, on le sent très vite, en posant les bonnes questions, on le sent très vite, et ben on sait qu'ils le sont. En vrai, on est dans un métier qui est hyper exigeant. Je l'ai déjà dit, c'est exigeant, c'est une organisation militaire, c'est une pression constante, 7 jours sur 7, midi et soir, tous les jours, sans arrêt, pas de vacances. Mentalement, c'est très difficile et c'est du travail d'équipe. Et en fait, on a vraiment besoin d'être solidaires dans ces moments-là. Et donc, on a vraiment besoin de s'entraider, donc tout le temps, tous les jours. Et du coup, ça, c'est hyper important pour nous. Du coup, il y a plein de questions qui me viennent là en t'écoutant. Mais la première, quand tu dis on a besoin d'être solidaire, t'as parlé un peu de galères tout à l'heure. C'est quoi les galères que vous rencontrez? Oh là là, il y en a tellement. En fait, tu sais, franchement, en vrai, les gens, avant que je commence les restos, tout le monde me disait mais ne te lance pas là-dedans, c'est trop dur. Et moi, j'écoutais personne parce que j'étais déterminée sur ce que je voulais faire. Et là, je me rends compte au quotidien en fait, ils avaient raison. Tous les jours, t'as des problèmes. C'est incroyable. Tu as un problème de matériel. Vraiment, tu sais pas pourquoi le frigo marche pas, tu sais pas pourquoi un jour le monte-plat marche pas, tu sais pas pourquoi un jour le rideau métallique ne s'ouvre pas, tu sais pas pourquoi t'as pas été livré d'un truc. T'as pas été livré. Tous les jours, t'as un fournisseur qui te dit j'ai pas ce produit. Et nous, en fait, c'est impensable qu'on n'ait pas un produit à la carte. Et du coup, on va devoir aller chercher au supermarché des produits en catastrophe parce que le livreur nous a pas livré. Ça nous arrive tout le temps. Donc, faut être hyper réactif quand même. Et en fait, faut être hyper réactif, mais c'est-à-dire que le matin à 8h, on a un problème. À midi, le service, il commence. Il faut qu'on trouve en plus une solution entre 8h et midi, et même avant midi, parce que il faut, faut préparer. Exactement. Donc, entre 8h et 11h, on a, 2 ou 3 heures pour régler tous les problèmes. Régler le monte-plat, régler le frigo, trouver la marchandise qui nous manque. Il peut arriver que ce jour-là, on sait pas pourquoi, il y a un cuisinier qui est malade, 3 serveurs qui sont malades le même jour. Il faut trouver des équipes pour venir les remplacer. Et ça peut t'arriver la même matinée. Et ça, en fait, et du coup, moi, c'est ce que j'adore. Et on apprend à nos managers à développer leur esprit entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions à chaque problématique qu'on rencontre, et elles sont multiples, et des fois, on s'y attend pas. Et donc, du coup, il faut vraiment être hyper réactif et trouver des solutions vite, quoi. Toi, t'interviens sur ces problématiques-là? Alors, au début, à Petit Bao, tout le temps.
Ouais, tout le temps. Parce que on n'était pas encore assez structuré. Nous, ça nous tient tellement à cœur que, c'est des problématiques qui sont nouvelles pour tout le monde et que forcément, quand on les rencontre pour la première fois, on se penche dessus. Maintenant, je pense qu'au bout d'1 an et demi, on a rencontré quand même pas mal de soucis. Maintenant, on sait comment les traiter. Donc aujourd'hui, comme on sait comment les traiter, nos directeurs sont complètement autonomes là-dessus. Donc ça c'est génial. Et on n'intervient que sur des problématiques vraiment qui peuvent pas traiter à leur échelle. Ou parce que il faut que je passe un coup de fil à quelqu'un qui va réussir à me débloquer la situation, ou sur des grosses problématiques qu'on n'a jamais traitées. Toi, du coup, c'est quoi ton rôle dans la structure ? J'ai vraiment un rôle de définition de la stratégie du développement. Je porte la vision de la Bao Family et je m'occupe de toute la partie direction artistique, food, donc pour la création des cartes, et design, c'est-à-dire la création des lieux, de l'identité, de l'univers de chaque lieu, du choix de tous les détails des lieux, que ça va de la vaisselle aux toilettes, au menu, tous les éléments, c'est moi qui les pense, et donc du coup c'est un peu la direction marketing, communication. Et ton associé, il fait plutôt la partie administrative, finance, des choses comme ça. Il fait tous les trucs chiants. Pour toi, pour moi exactement. Non, il fait toute la partie opérationnelle, hyper importante, finance RH. Mais on se partage la partie RH. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est quel manager tu es. Déjà, tu te considères comme manager ? Ouais. Comme manager d'équipe. Et c'est quoi d'être managé par Céline Chung ? C'est une question qui est super difficile parce que je pense que j'ai une personnalité où je suis hyper exigeante avec moi-même. Vraiment, moi, je me fais pas trop de cadeaux dans la vie, et du coup, je pense que ça se reflète sur mon management. Je dois inconsciemment également être exigeante avec mes équipes. Exigeante, mais quand même bienveillante. Ouais. Et quand je dis bienveillante, c'est que vraiment, moi, ça me tient hyper à cœur que tout le monde se sente bien à la Bao Family. La première chose à laquelle je pense quand je pense à mes équipes, c'est est-ce qu'ils sont heureux d'être là ? Est-ce qu'ils sont épanouis dans ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils ont grandi ? Est-ce que le projet leur correspond toujours ? Et comment faire pour les faire grandir ? Comment faire pour les former ? Comment faire pour être plus à l'écoute aussi de leurs besoins. Je pense que je les pousse à la progression tout en veillant à ce qu'ils soient heureux au quotidien. Comment tu les animes ? Est-ce que tu les vois régulièrement ? Est-ce que tu les vois individuellement, les gens qui te sont rattachés directement, ou à quelle fréquence ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, du coup, là, on a mis en place... Je t'avoue que sur le management, en vrai, je suis très jeune sur le sujet. En fait, je suis en train d'apprendre à manager des équipes. Et je pense que c'est ça la grosse difficulté, c'est que j'apprends en faisant. Ouais. et moi, j'ai aussi compris que finalement, mon rôle dépassait le rôle du manager et que en fait j'étais plus une leader, dans le sens où mon rôle est vraiment d'embarquer les équipes avec nous sur le projet. En fait, je me détache, on va dire, du rôle de manager assez classique et je me dis plus comment est-ce que je fais pour embarquer les équipes tous les jours avec moi. Je fais un one-on-one avec donc les managers qui me sont rattachés. Et lors de ce one-on-one, on va vraiment traiter des questions de quelles sont tes difficultés en management en plus, parce qu'en fait eux gèrent des équipes de 20 personnes. Donc l'idée, c'est vraiment je veux m'assurer en fait qu'ils sont bien dans leur poste. Je veux voir comment est-ce que je peux les aider. Je veux comprendre comment ils se sentent psychologiquement, quel est leur état d'esprit, est-ce qu'ils sont toujours dans un état d'esprit positif. Et en fait, moi, je veux juste m'assurer que ils vont bien dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ont toujours la patate, qu'ils ont beaucoup d'énergie, que le projet les anime toujours. Et ça, tu fais comment ? Tu leur poses quoi comme question, par exemple ? Tu leur poses ces questions-là ? Ah oui, comment tu vas ? Comment tu te sens ? Ah ouais, la semaine dernière, c'était chaud. Comment tu l'as vécu ? Quelles difficultés tu as rencontrées ? Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui ? Est-ce que tu as pu prendre du recul ? En fait, je pose des questions. Directement. Ce que tu as envie de savoir, tu formules, quoi. C'est bête, mais parfois, il y a plein de gens qui n'osent pas. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, je le formule, et c'est vrai que c'est pas évident. Et des fois, j'avoue que je pose des questions, et en fait, ils sont complètement déroutés, parce qu'en fait, ils y ont même pas pensé eux-mêmes. Et du coup, ils me disent,
Ah, je sais pas. et je leur dis, et donc après on parle d'autre chose, et ensuite ça va leur revenir parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir un petit peu, et là ils vont réussir à exprimer ce qui se passe. Que je commence à comprendre, en fait j'ai vraiment envie de leur faire confiance. J'ai pas envie de leur donner des méthodes sur comment faire, mais j'ai vraiment envie plus qu'ils le fassent de leur manière, une manière avec laquelle ils sont à l'aise. Bien sûr, il y a quelques guidelines, mais bon, qui sont notre grille de formation. En fait, je veux juste m'assurer qu'ils arrivent à communiquer leur bonne humeur, leur énergie, le pourquoi ils font ce qu'ils font. Et j'ai envie qu'ils diffusent le pourquoi du projet avec leurs équipes. Et pour ça, je veux m'assurer qu'ils sont bien, en fait, dans leur tête et dans leur basket. Et du coup, c'est vraiment des échanges sur eux. Et c'est aussi un moment où j'essaie de leur dire tout ce qu'ils ont bien fait aussi. Je leur dis souvent bravo. Je leur dis souvent que je suis fière d'eux. Et alors c'est peut-être un peu maternel, mais je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'au quotidien, même si j'essaie de leur dire aussi au quotidien super service, bravo. Enfin, j'essaie de le dire quand je peux, mais des fois j'ai toujours peur de pas le dire assez, donc j'ai envie de leur dire. Et après, je leur communique aussi ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux en tant que manager, ce sur quoi on veut les faire travailler. Et c'est hyper important pour nous qu'ils se sentent à leur place, en fait, dans leur rôle. Et en fait, on s'est rendu compte parfois que on leur donnait des missions qui finalement leur correspondaient pas, parce que ça leur faisait pas plaisir. Et une question que je pose souvent pour comprendre en fait ce qui leur fait vraiment plaisir, ce qui les font kiffer et ce sur quoi ils ont envie d'évoluer, je leur demande vraiment qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer en fait sur tes dernières missions. Genre vraiment, quand est-ce que t'as vibré, t'étais trop content d'avoir réalisé ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus en fait nos managers font des choses en fait, c'est très naturel pour eux, ça leur fait hyper plaisir, ils en retiennent beaucoup de gratitude et de valorisation, mais personnelle, parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur et qu'ils aiment vraiment faire. En fait, c'est là où ils vont être les meilleurs et c'est là où ils vont vraiment déployer leurs ailes. C'est quoi la plus grosse difficulté de management que tu as eu à traverser? Je la traverse aujourd'hui. Vraiment, parce que je pense que je suis quelqu'un qui j'ai une vision qui est un peu globale et je porte un peu trop d'attention aux détails. Comme Petit Bao, je l'ai monté tout est sorti de ma tête, j'avais un peu les mains dans tout. Maintenant en fait, je peux plus avoir les mains dans tout. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment que je délègue. Enfin, c'est ce que je fais avec mes managers, mais c'est vrai que j'ai tendance, quand ça va pas au rythme par exemple que j'ai envie, j'ai tendance à mettre une espèce de petite pression, leur demander mais pourquoi c'est pas encore fait, pourquoi on n'y est pas encore, pourquoi t'as pas fait comme ça. Et ça c'est je sais que c'est hyper dur de m'en détacher. C'est tellement un projet qui vient de mes tripes que en fait il faut que je réussisse à me détacher de ça pour justement avoir du recul et finalement le gérer comme une entreprise et plus comme un projet personnel quoi. Et ça, je t'avoue que je suis en cours. Hein. Comment tu fais? Est-ce que tu te fais accompagner? Est-ce que tu vas chercher miroir auprès de personnes? Est-ce que tu lis des trucs? Je sais pas, c'est quoi tes sources un peu? Ouais, alors moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ou des artistes ou des sportifs, des gens en fait qui vont m'inspirer par rapport à leur parcours et par rapport aux situations qu'ils ont vécues. J'apprends beaucoup d'eux et des manières dont ils ont géré certaines situations. Ouais. Donc je vais à la rencontre de personnes, j'écoute des podcasts, je lis des livres, mais alors très plutôt sur la connaissance de soi-même. Je pense que c'est clé de se connaître soi pour pouvoir vraiment bien connaître les autres et savoir écouter les autres et avoir aussi de l'empathie pour les autres. Comment tu te connais toi-même du coup? Est-ce que tu as des petits tips à nous donner? C'est écouter sa voix intérieure qui est son intuition. Et ça je pense que c'est assez difficile parce qu'il faut un peu se débarrasser de toutes les croyances qu'on a. Les croyances liées à notre éducation, la société, et vraiment revenir à soi et à l'essentiel de ce qui compte pour soi. Et moi, je m'écoute beaucoup. Et j'essaye, excusez-moi, c'est encore un cheminement, mais j'essaye. Et en fait, je passe beaucoup de temps à marcher. C'est là où je me reconnecte avec moi, ou enfin à faire des activités qui me permettent de me reconnecter, à écouter de la musique, à lire des romans, à dessiner, à faire des expos. En fait, juste à faire toutes les choses que j'aime faire et qui me font du bien et qui me reconnectent avec qui je suis. Ça veut dire que de temps en temps, tu dis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
profondément et t'essayes de le faire assez rapidement, quoi. Ah oui, ouais, complètement. Et d'ailleurs, je me suis là une méthode que j'essaie de m'appliquer parce que j'ai compris que j'avais besoin de temps et d'espace, de liberté d'esprit, donc en dehors des questions opérationnelles pour justement ensuite gagner en efficacité finalement et avoir des meilleures idées. Et je m'accorde des matinées libres où en fait je fais ce que je veux. Donc dans ma semaine, le vendredi matin, en gros, je vais suivre mon envie du moment. Si j'ai envie de lire à ce moment-là, je vais lire. Si j'ai envie de faire une expo, je fais cette expo. Si j'ai envie de marcher, je vais marcher. Et je sais jamais ce que je veux faire en fait pendant ce temps-là parce que c'est pas prévu. C'est pas prévu et je préfère suivre justement mon envie du moment. Mais par contre, c'est hyper important que je garde ces temps pour moi. C'est là où je me reconnecte en fait vraiment à ce que j'ai envie de faire et en fait, les meilleures idées viennent souvent de ces moments-là, quoi. En préparant notre échange, j'ai écouté quelques podcasts que tu avais fait. Tu parlais pas mal de ta créativité, de toutes les idées que tu avais. Comment tu as ces idées-là? Donc je comprends que c'est en prenant du temps pour toi, en t'écoutant. Et comment tu les canalises? Comment tu sais que c'est des bonnes idées à mettre en place? Parce que dans les idées, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, j'imagine. Ouais, carrément. Alors, je t'avoue que comment j'ai ces idées, je pourrais même pas te dire. En fait, ça me vient d'un coup. Et ça me vient vraiment d'un coup quand je vais marcher à une expo, en voyage, en balade, après une rencontre avec quelqu'un. En fait, je suis très inspirée par tout. Et beaucoup de choses dans le monde m'émerveillent, mais des choses très simples comme des choses plus poussées. C'est quoi, par exemple, la dernière chose qui t'a émerveillée? Moi, c'est souvent les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui le font de manière hyper concentrée, de manière très minutieuse. Et là, typiquement, ce midi... Alors là, c'est le dernier exemple qui me vient parce que j'y étais ce midi et du coup, ça me parle complètement et ça m'inspire beaucoup. C'est un petit boui-boui vietnamien où je suis allée prendre un banh mi, donc c'est un petit sandwich. Et il y avait 4 dames derrière qui étaient derrière leur frigo et qui étaient hyper concentrées. Elles avaient le sourire parce qu'elles voulaient faire plaisir, très simple, mais on sentait que elles aimaient ce qu'elles faisaient. Mais en fait, je suis assez émerveillée. La scène était hyper belle et on n'a pas besoin de faire des choses très compliquées finalement dans la vie. Enfin, je trouve que la beauté est un peu dans des choses simples et je crois que c'est ça qui me touche. Et c'est ce que tu essayes un peu de recréer avec la Bao Family ou avec d'autres choses? Alors, ouais, en fait, on en revient à quelque chose de simple parce que finalement, manger, c'est un besoin qui est primaire. Enfin, c'est simple, mais ça fait hyper, hyper plaisir. Enfin, j'essaie quand même de retravailler ça, c'est-à-dire garder l'âme de ce qu'on fait, mais en apportant des touches esthétiques et toujours en essayant de faire voyager. Et je pense que ce que je mets derrière, c'est aussi des idées. Si j'ai fait ça, c'était pour permettre l'ouverture d'esprit. J'ai envie qu'on soit beaucoup plus ouvert aux différences, aux différentes cultures. Les clichés, moi, ça me révolte. Et donc, en fait, c'est mêler un petit peu la simplicité de la vie, mais à des questions qui, moi, me touchent, à aussi des choses esthétiques qui, moi, me touchent. Donc, en fait, c'est un mélange. La Bao Family, c'est vraiment un mélange finalement, de toutes les questions qui me touchent. Si je reviens un peu à tes sources d'inspiration, tu disais que tu allais à la rencontre des gens pour t'inspirer, pour te faire miroir, etc. J'ai vu qu'hier, tu avais rencontré Yannick Agnel. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette rencontre? Ouais, alors en fait, c'était pas vraiment une rencontre parce que c'est un ami. Okay. Donc je le connais depuis plus de 2 ans. Et en fait, c'est quelqu'un de mon cercle très proche qui justement fait miroir. Pas du tout un coach, mais bon, pour moi, il a un peu l'effet d'un coach parce que bon, je lui parle de beaucoup de mes problématiques et en fait, avec sa sagesse, son histoire, ce qu'il a vécu, en fait, il me fait beaucoup réfléchir et ça me fait voir les choses aussi différemment. Ouais. Et en fait, ce que je voulais, c'était partager ça avec les équipes parce que au final, il y a beaucoup de rapprochements entre sport de haut niveau et restauration. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir sa vision à lui par rapport à ça. Et c'était un moyen aussi d'inspirer les équipes, de les maintenir toujours motivées et apporter aussi du sens à ce qu'ils font. Parce qu'en fait, on le perd souvent, ça, au quotidien. Et donc, je voulais vraiment partager ça avec eux. C'est quoi en substance les quelques messages qu'il vous a fait passer hier, qui était important pour toi qu'il fasse passer à tes équipes? Le message le plus important qu'il a fait passer, c'est sur l'équilibre que chacun doit avoir.
dans un métier qui est justement où on est très sous pression. Donc vraiment, on a un métier en effet très sous pression, on est complètement en décalage. Aussi avec la vie réelle parce qu'on a des horaires de travail qui sont en décalage. Et donc en fait le message qu'il a fait passer, c'est vraiment sur chaque détail de sa vie est important pour maintenir son équilibre. Par exemple, lui disait en effet quand il s'entraînait avant les Jeux Olympiques, ses temps de sommeil étaient hyper importants. Ils avaient besoin absolument de faire une sieste tous les jours. Parce que le sommeil était hyper important, donc il passait pas outre, l'alimentation aussi. Et donc en fait, il nous a vraiment rappelé qu'en effet, dans des métiers comme ça, il faut pas oublier son corps et aussi sa santé mentale. Et donc avoir ces moments où on peut se reposer, prendre le temps pour soi, pour faire des choses aussi qui nous font plaisir. Était hyper important pour ensuite gagner en efficacité derrière. Ouais, au plus l'effort est intense, au plus les temps de récupération doivent être importants. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, ça m'amène à d'autres questions sur comment t'organises un peu les coups de bourre. Comment vous êtes organisé en salle, en salle ou en cuisine au moment du rush? Alors, au moment du rush, en fait, c'est le marathon. Les services, c'est vraiment le marathon. Parce qu'on brasse beaucoup de volume. Donc, en fait, on doit juste gagner en méthode, en efficacité pour faire le moins de pas possible. Donc, c'est vraiment une gestion opérationnelle. Par contre, nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment des contrats de 39 heures pour chacun des salariés. En restauration, en fait, c'est connu qu'ils font souvent 60 et 70 heures. Enfin, voilà, c'est un peu la règle générale. Tous nos contrats, c'est 39 heures. Quand ils font des heures sup, ils font souvent jamais au-dessus de 42 heures. On leur paye leurs heures supplémentaires. Donc, ils sont rémunérés sur ça. Et en fait, ils ont que une coupure par semaine. C'est-à-dire que ils travaillent pas midi et soir pendant 5 jours. Ils travaillent 4 jours que soit le midi, soit le soir. Il y a que un jour, en fait, où ils travaillent midi et soir. Ils font, en gros, 6 services par semaine. En fait, 6 services de 6 heures, normalement, ça fait 36 heures. Donc, c'est vraiment après, ils font quelques heures en plus, ça fait 39, mais en vrai, c'est vraiment leur temps de travail et qui est en fait hyper rare aujourd'hui. Donc, en fait, on maintient vraiment ces temps de travail-là et 2 jours de week-end d'affilée. J'imagine que ce rythme de vie, ça contribue beaucoup à la fidélisation de tes équipes. Ah ouais, complètement. C'est vrai que les conditions dans lesquelles ils travaillent par rapport au milieu, enfin c'est ça qu'on essaie de créer. C'est vraiment un environnement sain pour tout le monde. C'est hyper important pour nous. Et en effet, les conditions à la Bao Family sont quand même incroyables. Et en plus de ça, il y a plein d'autres avantages, mais qui sont pas du tout financiers. Qui sont plutôt liés vraiment à l'ambiance. Tous les membres s'entendent hyper bien, ils sont potes, il y a une énergie, on partage les mêmes passions, on aime tous écouter de la musique, on aime tous danser, on aime tous manger, on aime la vie. On se retrouve sur beaucoup de choses et au final c'est assez incroyable. En fait, j'ai oublié de répondre à la deuxième question sur la créativité. Ouais. Vas-y, on y va. Comment tu canalises ta créativité ? En fait, je la canalise pas trop. C'est vrai que j'ai beaucoup d'idées et j'ai tendance à lancer mes idées. Et en fait, je les lance tout le temps en me disant, en fait, je m'en fous en fait si ça marche pas. Ou si ça marche, tant mieux. Je trouve que ce qui est important, c'est de la lancer et de voir en fait comment les gens répondent. Et en fait, ça me permet de comprendre aussi quelles sont les bonnes idées et quelles sont les moins bonnes. Et ça me permet en fait de mieux comprendre tout ce qu'on fait et de mieux comprendre aussi nos clients. Donc là, c'est parce qu'on est vraiment dans une démarche entrepreneuriale. On a la chance d'être assez petit encore. On a le droit de faire quelques erreurs et je trouve que c'est un super moment de lancer des choses et je vois comment ça prend. Heureusement, ça prend souvent bien. Donc ça c'est top et des fois ça a pas pris et on les a arrêtés en fait. Comme quoi par exemple ? Par exemple des recettes un peu folles. On avait lancé un bao géant à boire avec une paille. Je pensais que ça allait faire le buzz sur la scène food. Pas du tout. Alors que j'avais investi en R&D, j'avais investi en marketing. Vraiment, c'était le buzz qui devait faire la rentrée de septembre dernier. Et en fait, au bout d'une semaine, j'ai compris que c'était trop difficile à manger, que les gens trouvaient ça pas du tout pratique. Et en fait, je l'ai arrêté au bout d'une semaine parce qu'en fait, je trouvais que ça servait à rien de le poursuivre, alors que ça prenait pas. Et par contre, j'ai appris de ça.
Comment tu gères un peu tes idées et tes envies? Alors j'écris beaucoup, donc j'ai toujours un carnet où je note tout, et donc toutes mes idées je les note, et en fait souvent je les lance toutes. Enfin je pense que c'est vraiment notre force aujourd'hui, c'est que les gens me qualifient souvent d'hyperactive parce qu'en fait, si on nous suit si on suit notre actualité, je pense qu'il y a des nouveautés toutes les semaines. Un nouveau plat, une nouvelle collaboration, on fait le service continu, on lance un livre de recettes, on lance des épices. En fait, il y a des idées tout le temps. Et en fait, moi, je les lance tout le temps. Et donc, en fait, les idées se transforment en projet tout de suite. Et donc, en gros, ça part après dans mon Trello de plan d'action. Okay. Et donc en fait je contacte tout le monde, c'est-à-dire que si j'ai une idée de collab, je vais contacter le partenaire avec qui j'ai envie de le faire, je vais le convaincre, on va le faire. Si c'est une idée graphique, je vais contacter mes graphistes, on va le faire. Si c'est une idée de déco, je vais contacter mes architectes, on va le faire. Si c'est en fait, entre l'idée et le projet, les temps sont très courts parce que je les lance souvent. Et par contre, ma difficulté après, c'est d'exécuter à bien ces projets. Ouais. Et avant, j'y arrivais parce que j'étais à 100% dessus. Franchement, je menais tout de front. Et donc, on les lançait. Là, maintenant, j'ai aussi envie de ralentir le rythme. Et donc, je m'appuie sur mes équipes. Donc, maintenant, toutes ces idées-là qu'on lance en projet, on va plutôt, on va fonctionner en mode de gestion de projet. Du coup, on va les étaler dans le temps. Ouais, tu priorises. Ouais, on va prioriser, les étaler dans le temps. Et du coup, en fait, on a des plannings d'événements sur l'année. Et on a déjà des événements d'ailleurs sur 2021. Donc maintenant, voilà, c'est cadencé dans le temps et on sait ce qu'on sort à quel moment, quoi. Tu parlais d'équilibre, tu dis que tu détends un peu le planning. T'arrives à avoir un équilibre pro-perso dans le métier de la restauration? Alors, je t'avoue que c'est ma grande question du moment encore. Toutes tes questions, c'est les challenges que je dois relever aujourd'hui. Je t'avoue que là, pendant 1 an et demi, j'avais aucun équilibre pro-perso. C'est-à-dire que c'était tellement un projet personnel que pour moi, c'était ma vie perso. En fait, c'était transformé en vie personnelle. Et donc, c'était hyper important pour moi de mener à bien ce projet-là parce que ça me tenait à cœur. Okay. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein d'autres choses dans la vie que j'aime faire, notamment tu vois, là j'ai envie de continuer à développer ma fibre artistique. Je sens qu'en fait j'ai touché quelque chose et que j'ai envie d'explorer plus loin et que j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour explorer ça. Et donc tu vois, j'ai commencé à m'accorder une demi-journée de créativité dans la semaine, mais j'ai envie d'aller plus loin, donc j'ai envie peut-être que ça va passer à 1 journée bientôt. Est-ce que tu te dis cette journée de créativité ou cette demi-journée de créativité, tu te dis que c'est vraiment pour toi ou c'est aussi à but professionnel et que ça a de la valeur pour la Bao Family? Alors je pense que dans un premier temps c'est pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Ouais. Donc c'est très personnel au début et en fait moi je suis persuadée que plus on est bien en tant que leader, en fait plus le projet aura du sens et plus on va l'emmener loin. Et donc c'est pour ça que je capitalise, on va dire, sur moi, parce qu'en fait je sais que ça va apporter de la valeur. Comment tu motives tes troupes et comment justement tu te positionnes en tant que leader? On est hyper transparent avec toute l'équipe. Il y a une transparence qui est complète. Ils savent quand je vais pas bien, ils savent quelles sont mes difficultés, ils connaissent mon ambition, ils savent où on a envie d'aller, notre détermination. Et en fait je crois que du coup ils ont confiance en nous. Ça c'est incroyable. Je sais pas comment on fait, mais je crois qu'ils ont confiance en nous et que du coup ils nous suivent. En étant transparent et en leur faisant confiance à eux, je pense, dans ce que tu leur transmets, forcément le retour c'est aussi la confiance et l'envie, quoi. Je pense que c'est du donnant-donnant. Ouais, ça doit être ça. Carrément. Ce que tu me dis, c'est ce que je comprends. Moi, je crois carrément. beaucoup à ça aussi. Et, carrément. Et en tout cas, c'est ce que tu me démontres. Ouais, du coup, équilibre pro-perso, là, t'es dans le, si je reviens à ma question d'avant, t'es un peu dans le dur du sujet, donc. Je suis vraiment dans le dur du sujet. Je fais toujours du sport. Mes amis, alors franchement, je les vois beaucoup moins qu'avant, mais c'est aussi parce que j'ai compris que j'avais besoin de beaucoup plus de temps aussi seule. En fait, j'ai vraiment besoin de me retrouver. Avant, en fait, j'évacuais la pression avec les autres en faisant beaucoup d'activités extérieures. Et là, j'ai un peu changé et j'évacue la pression, en fait, en me retrouvant avec ces temps, justement, qui sont beaucoup plus calmes et où je fais des activités plus en lien avec mon expression artistique. Et ouais, ça a changé et je sens que de plus en plus, en fait, j'ai besoin de ça. Et donc, en fait, c'est un peu ce que je te disais sur l'écoute. En fait, je m'écoute. Je sens qu'en ce moment, j'ai besoin de ça. Et donc, en fait, je vais faire ça. Et quand j'ai besoin de voyager, je vais essayer de
de me dépayser. En fait, je suis vraiment mes envies du moment. Alors, je t'avoue que c'est pas du tout organisé, mais c'est vraiment plus, je m'écoute au moment présent et je fais avec cette envie et j'essaie de m'organiser pour répondre à mes besoins, quoi. Ouais, et ça marche du coup, parce que j'imagine que ça... C'est ce que t'as fait aussi avec Bao Family. Tu t'es écouté, t'as monté ce que t'avais envie, que t'avais dans la tête, ce que t'avais dans les tripes. C'est assez un cercle vertueux finalement quand on s'écoute et on fait ce qui nous anime. Ouais, je pense qu'en effet, je crois que du coup, comme tout est fait avec sincérité et honnêteté, je crois que ça se voit. Je pense qu'on donne beaucoup et du coup on reçoit aussi beaucoup, quoi. J'ai 2 questions pour finir. Une qui est peut-être un peu pied dans le plat, c'est est-ce que c'est difficile d'être une femme à la tête d'un groupe de resto ou pas? Bah, je t'avoue que c'est pas commun, mais c'est génial. J'adore. C'est pas commun. En fait, je pense que j'ai juste dû convaincre beaucoup de mes partenaires, leur démontrer que j'allais être capable de tenir le rythme. Et les gens ont des clichés sur vous voulez ouvrir un resto 7/7, genre tous les jours de l'année, mais comment vous allez tenir physiquement? Et donc en fait, il faut plus les convaincre sur bah oui, même si je fais 1m60, 50 kilos, je vais tenir le rythme parce que j'ai un équilibre, parce que je fais du sport, parce que je suis déterminée. Mais du coup, je pense que c'est plus qu'il faut convaincre les partenaires, les banquiers notamment, que on est capable de le faire. Pour moi, on est tous des humains. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Donc, en fait, j'oublie que je suis une femme. En fait, je suis juste une personne qui a des idées et qui essaie de mener à bien des projets, quoi. Et ma dernière question, c'est quoi la suite des projets de la Bao Family? Parce que j'imagine que tu vas pas t'arrêter à petit Bao, gros Bao et au service de traiteur. Ouais, alors on a en effet là sur 2021 on a d'autres projets. En fait, l'idée c'est qu'on ouvre, on a 4 idées de concepts différents. Donc l'idée c'est de sortir nos 4 concepts. Les 2 prochains, je vous en parle pas parce que c'est confidentiel, enfin c'est secret, vous allez le voir en 2021. Et donc on travaille sur ça. Ce qui est important pour nous, justement, on fait des concepts différents parce que c'est là où on s'amuse, c'est de créer des univers différents. Et donc ça c'est ce qui me fait vraiment kiffer. L'idée, c'est qu'on a vraiment envie de devenir la référence de la cuisine chinoise partout. Donc, on a des projets, bien sûr, de s'étendre ailleurs que Paris. Ça va venir petit à petit. Mais bon, il faut nous suivre et vous allez voir que ça va se faire petit à petit, quoi. Gros teasing et gros enjeux aussi, finalement, de management. J'imagine qui vont arriver puisque tu vas faire grossir tes équipes. Avec sûrement des gens délocalisés, etc. Donc de nouveaux enjeux pour toi encore. Complètement, encore des nouveaux enjeux, mais c'est passionnant. On a hâte. Et moi, ce qui me plaît, tu vois, dans l'entrepreneuriat et dans ce qu'on fait, c'est vraiment l'apprentissage. Enfin, en fait, et là, j'ai tellement appris et j'apprends tous les jours. Et j'apprends tous les jours sur les hommes. Et ça, c'est passionnant. Et voilà, je sais qu'on va continuer à apprendre en développant nos projets et c'est assez excitant, ouais. Trop bien, bah je te souhaite plein de réussite, plein de développement pour toi et tes équipes et puis super hâte de voir ce que ça va devenir. Ouais, merci beaucoup. Merci Céline d'avoir accepté d'intervenir sur Chef. Merci à toi. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à le diffuser autour de vous et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à mettre en valeur mon travail et également celui de mes invités. Alors que retenir de ma conversation avec Céline ? Je vais démarrer par la fin. J'ai été très intéressée par le lien qu'elle fait entre sa créativité et son rôle de leader d'entreprise. Car on doit embarquer une équipe et quand on doit le faire avec ses tripes, ça demande beaucoup d'énergie qu'il faut savoir développer et protéger. Donc je retiens le conseil du vendredi matin dédié à soi-même, à son énergie et à sa propre inspiration. Ensuite, j'ai retenu bien sûr ses pratiques d'onboarding avec la Bao School et le temps de travail de ses collaborateurs qui est une vraie clé de fidélisation. La Bao Family est une chaîne de restaurants, mais Céline a vraiment appliqué au secteur de la restauration les codes d'entreprise plus classiques. C'est super audacieux et ça a l'air de fonctionner. Dernier enseignement pour moi, l'art de motiver ses troupes. Des bravos, des inspirations extérieures, une véritable attention aux autres, des questions concrètes pour des réponses concrètes. Et même si elle est au début de son apprentissage, Céline est très généreuse dans ses pratiques de management avec ses équipes.
Voilà pour moi, je suis curieuse de savoir ce que vous retenez vous aussi de cet épisode. Vous pouvez me le dire sur LinkedIn ou sur le compte Instagram de Chef. Allez, à la prochaine, salut!